La guerre des monnaies se déplace vers l'Asie. Citation d'Eugène Linden en 1997. Nous étions comme des loups sur la ligne de crête, surplombant une harde de cerfs, dit l'un des spéculateurs. Ils disent que l'économie de la Thaïlande n'est pas celle d'un tigre asiatique, mais plutôt celle d'une proie blessée. En massacrant le faible et l'infirme, nous contribuons à maintenir la meute en bonne santé. Il est un fait que détenir un monopole permet de réaliser des profits autrement plus importants que là où s'exerce la concurrence. Cela est vrai pour tous les produits, marchandises ou services. Mais il est un domaine, monopolistique par définition, qui surpasse tous les autres et confère le plus grand pouvoir, celui de la monnaie. Traditionnellement, la création de la monnaie est le privilège du souverain, représenté par nos sociétés modernes par l'État, qui représente lui-même la nation. Dans les chapitres précédents, nous avons vu qu'aux États-Unis, ce pouvoir a fini par être remis au troisième essai entre des mains privées, c'est-à-dire principalement aux actionnaires de la Banque de la Réserve fédérale de New York, ou plus exactement aux banquiers internationaux. On comprend mieux pourquoi ceux-ci échafaudent des plans depuis des siècles pour mettre la main sur ce monopole et ainsi accaparer l'immense pouvoir que leur confère la création monétaire. Au-delà des États-Unis, leur ambition est de contrôler l'émission de la monnaie dans le monde entier. En vue de contrôler solidement cet élément clé de la stratégie financière, les banquiers internationaux ont lancé dans les années 1970 une série de guerres monétaires. Il fallait, dans un premier temps, renvoyer la confiance dans le dollar, puis asseoir le dollar comme devise de réserve mondiale. Pour y parvenir, démembrer les économies des pays en voie de développement était nécessaire. Écraser les concurrents potentiels était indispensable. Leur objectif stratégique ultime est une désintégration contrôlée de l'économie mondiale afin de poser les fondations d'un gouvernement mondial doté d'une monnaie globale et d'un impôt mondial. Ce gouvernement mondial serait dominé par l'axe Wall Street-La City. Il faut noter que l'oligarchie financière internationale constitue un supergroupe d'intérêts particuliers. Les banquiers internationaux ne sont fidèles à aucun gouvernement, bien au contraire, ils tentent de les contrôler tous ou tentent de les contrôler tous. Et s'ils contrôlent les gouvernements, alors ils contrôlent des États, les nations, les peuples. Ils disposent de deux instruments d'une puissance inouïe, l'armée des USA, qu'ils ont lentement phagocytée, et le dollar dont ils ont le monopole d'émission. Ils échafaudent des plans redoutables et lorsque la situation est mûre, ils passent à l'attaque. La Grande Dépression de 1929 fut leur coup de maître. Elle leur a permis d'inciter ou de contraindre toujours plus de gouvernements à abandonner toujours davantage de leur souveraineté. Ils mettent méthodiquement en place des systèmes monétaires et des gouvernements régionaux. Aujourd'hui, la Chine se trouve dans la ligne de mire et il ne fait aucun doute qu'ils cherchent par tous les moyens à attaquer le système financier chinois. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand et comment. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à autre chose que des conséquences désastreuses pour le peuple chinois. La tactique qu'ils adopteront contre la Chine sera peut-être semblable à l'attaque qu'ils ont menée contre le Japon, en créant d'abord une énorme bulle de valeur mobilière, au cours de laquelle l'économie chinoise passera subrepticement sous leur aile. On connaîtra d'abord plusieurs années de très forte croissance, tout comme le Japon des années 1985 à 1990, puis ils mettront en œuvre leur jeu de massacre généralisé. Ils lanceront une frappe financière dévastatrice, à la façon d'une frappe nucléaire, sans contact et à distance. Ils feront en sorte que le monde entier perde confiance dans l'économie chinoise, et les fonds d'investissement nationaux et internationaux s'enfuiront. Finalement, ils organiseront la grande braderie des actifs essentiels à la Chine et commenceront leur désintégration systémique de l'économie chinoise. C'est la condition sine qua non, mais aussi l'étape la plus difficile du processus d'unification mondiale. Toutefois, un sérieux obstacle se dresse en travers de leur route. Le Parti communiste chinois qui gouverne sans partage l'empire du milieu. Car pour démembrer l'économie chinoise, il faut d'abord passer par la case démocratisation, et comme le PC chinois ne l'entendra pas de cette oreille, ce ne sera pas chose aisée. 1973, la guerre du Kippour et la riposte du dollar. Contrairement à l'opinion communément admise, la quatrième guerre israélo-arabe, déclenchée le 6 octobre 1973 quand l'Égypte et la Syrie envahissent Israël, serait le fruit d'un ensemble d'événements orchestrés en secret par Washington et Londres. L'homme lige de cette vaste manipulation était Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale de Richard Nixon.
Kissinger, dont les nombreux réseaux diplomatiques étaient très étendus, entretenait non seulement d'étroites relations avec l'État hébreu, mais était très écouté par les Égyptiens et les Syriens. Pour attiser les braises de la discorde, sa méthode était simple. Il présentait systématiquement sous un faux jour et à chaque partie intéressée les éléments critiques de leur adversaire. Bref, il était passé maître dans l'art de mettre de l'huile sur le feu en donnant l'impression d'être un arbitre impartial. 5 mois avant le déclenchement de la guerre du Kippour, en mai de cette année-là, s'était tenue la réunion annuelle du groupe de Bilderberg à Saltsjöbaden, à Saltsjöbaden, en Suède, réunissant 80 personnalités du monde de la finance, des affaires et de la politique, auxquels venaient s'ajouter 4 représentants de la presse du courant dominant. Le lieu qui avait été choisi pour cette réunion n'était pas anodin puisque Saltsjöbaden n'était autre que la station balnéaire insulaire de la famille bancaire suédoise Wallenberg. Kissinger participait bien sûr à cette réunion, comme les années précédentes, ainsi que le prince Bernhard des Pays-Bas et David Rockefeller, les 2 cofondateurs du groupe en 1954. Le prince Bernhard, qui, rappelons-le, avait épousé la reine Juliana, l'actionnaire de référence de la Royal Dutch Shell, préside la réunion. David Rockefeller, le très discret et véritable dirigeant du groupe de Bilderberg, président de la Chase Manhattan Bank et actionnaire de référence de la compagnie pétrolière Exxon, amène dans ses bagages son ami et confident Zbigniew Brzezinski. Participe également à cette réunion le baron Edmond de Rothschild, petit-fils du père d'Israël, son grand-père homonyme. L'un des sujets abordés fut de trouver un remède à la faiblesse du dollar qui avait désormais perdu son statut de monnaie convertible en or et redonner confiance dans la devise américaine pour reprendre le contrôle sur le champ de bataille monétaire et financier. Un conférencier américain, Walter J. Levy, l'éminent expert en affaires pétrolières, y présenta les contours d'un scénario pour une augmentation imminente de 400% des revenus pétroliers de l'OPEP. L'objectif de la réunion secrète de Saltsjöbaden n'était pas de prévenir le choc pétrolier attendu, mais plutôt de planifier la façon de gérer l'inondation très prochaine des pétrodollars, un processus que le ministre des Affaires étrangères Kissinger appellera plus tard, entre guillemets, le recyclage des flots de pétrodollars. Ce plan audacieux devait permettre d'atteindre plusieurs objectifs. D'abord, étant donné que depuis la généralisation des transactions pétrolières mondiales en dollars US, le prix du baril avait été multiplié par 4, la demande mondiale de dollars avait augmenté afin de couvrir les échanges massifs de cette devise entre les pays après la suppression de sa convertibilité en or. Par ailleurs, grâce au travail efficace de l'assassin économique, quelques années auparavant, de nombreux pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est avaient souscrit des prêts excessifs. Dès que les prix du pétrole se mettaient à flamber, les États-Unis augmentaient fortement leur taux d'intérêt et ces pays en sous-développement économique, mais riches en ressources, deviendraient un troupeau d'agneaux attendant d'être abattus. La meilleure partie de ce plan consistait à pouvoir blâmer les autres. Après avoir manigancé l'attaque d'Israël par l'Égypte et la Syrie, les États-Unis provoquèrent les Arabes en soutenant Israël, incitant les pays arabes, sous l'emprise de la colère, à mettre en place un embargo contre les pays occidentaux. Les prix du pétrole s'envolèrent et la colère du monde se reporta sur les pays arabes. D'un côté, les banquiers internationaux regardaient de loin les tigres s'entretuer, et de l'autre, ils s'assuraient que les pétrodollars refluaient et faisaient ainsi d'une pierre deux coups. Ils sortaient le dollar de sa position de faiblesse, reprenaient ainsi l'initiative sur le champ de bataille financier, et ils pouvaient tondre aisément, sans ménagement, les moutons d'Amérique latine et d'Indonésie. Ce plan était merveilleux. Si l'on jette un regard rétrospectif sur les actions des banquiers internationaux au cours de l'histoire, on se rend compte qu'ils ont toujours suivi un algorithme optimal. Ils atteignaient au moins 3 de leurs objectifs au moyen de leurs grandes opérations stratégiques et réussissaient toujours un doublé gagnant. Les banquiers internationaux ont toujours été des maîtres en coups combinés. En l'occurrence, la collaboration des deux, Nio, Brzezinski et Kissinger, dans la mise en œuvre du plan des banquiers fut extrêmement fructueuse. Brzezinski élaborait les plans, tandis que Kissinger, en tant que tsar de l'information sous l'administration Nixon, s'impliquait directement dans leur exécution. William Englund, dans A Century of War, pointe du doigt. Les rapports des services américains, y compris les informations interceptées des responsables arabes confirmant la montée en guerre, étaient fermement étouffés par Kissinger, qui était alors
entre guillemets, l'imminence grise de Nixon en matière de services secrets. Le scénario de la guerre et ses conséquences, les démarches, entre guillemets, diplomatiques, tristement célèbres de Kissinger, étaient écrits en suivant les lignes précises des délibérations du Bilderberg, qui s'était tenu à Salt Joe Biden au mois de mai, 6 mois avant que la guerre n'éclate. Les pays arabes producteurs de pétrole devaient devenir les boucs émissaires de la colère mondiale à venir, tandis que les intérêts anglo-américains responsables de cette situation se tenaient discrètement à l'arrière-plan. Kissinger, altérant séduction et coercition, obtint de l'Arabie Saoudite qu'elle soit le premier membre de l'OPEP à coopérer avec les États-Unis en achetant les bons du Trésor américain avec ses pétrodollars, qui étaient ainsi rapatriés. Grâce aux efforts de Kissinger, les ministres de l'OPEP acceptèrent de n'utiliser que le dollar pour le règlement du pétrole. La monnaie mondiale entra donc dans l'ère du pétrodollar. La flambée du prix du pétrole entraîna une demande croissante des dollars pour les transactions pétrolières et la devise américaine retrouva ainsi sa stature internationale. De 1949 à 1970, le prix mondial du pétrole était resté stable à 1,9 $ le baril. De 1970 à 1973, il augmenta progressivement à 3 $ le baril. Le 16 octobre 1973, peu après le déclenchement de la guerre, l'OPEP augmenta le prix du pétrole de 70%, qui passa à 5,11 $ le baril. Le 1er janvier 1974, il doubla à nouveau pour atteindre 11,65 $. Entre la réunion du Bilderberg de mai 1973 et janvier 1974, le prix du baril avait été multiplié par 4. En 1974, le président Nixon, qui n'était pas informé des manigances en cours, essaya d'envoyer son ministre des Finances faire pression sur l'OPEP pour qu'elle baisse le prix du baril. Dans une note, un fonctionnaire qui était au courant de ce qui se tramait dans les coulisses disait « Ce sont les patrons des banques qui ont rejeté ce conseil et poussé à un programme de recyclage afin de s'adapter à un prix du pétrole plus élevé. Ce fut une décision fatale. » L'ère du pétrole cher entraîna une inflation à 2 chiffres dans les pays occidentaux et une très forte érosion monétaire, faisant fondre à vue d'œil l'épargne des citoyens ordinaires. Pire, cette hausse de 400% du pétrole eut un terrible impact sur les pays en voie de développement. Selon Engdahl, la vaste majorité des économies les moins développées du monde, ne disposant pas en propre de ressources pétrolières importantes, fut soudainement confrontée à une augmentation imprévue et impossible à rembourser de 400% du coût de leur importation en énergie, sans parler du coût des produits chimiques et des engrais dérivés du pétrole. C'est à cette époque que les commentateurs ont commencé à parler de, entre guillemets, triage, cette idée de temps de guerre où seuls les plus forts survivent et qu'ils ont introduit le vocable, entre guillemets, de tiers-monde. En 1973, l'Inde connaissait un excédent commercial et son développement économique était sain. En 1974, les réserves de change de l'Inde s'élevaient à 629 millions de dollars, mais sa facture annuelle de pétrole était du double, soit 1,241 milliards de dollars. Le Soudan, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande, les pays africains et l'Amérique latine furent confrontés, les uns après les autres, à des déficits extérieurs abyssaux. Selon le FMI, en 1974, le déficit commercial cumulé des pays en développement atteignit 35 milliards de dollars. Un chiffre astronomique pour l'époque. Après plusieurs années de forte croissance industrielle et commerciale, la baisse sévère de l'activité industrielle dans le monde entier, au cours des années 1974 et 1975, connut des proportions inédites depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant les années 1970, de nombreux pays en développement et en voie d'industrialisation s'appuyèrent lourdement sur les prêts à faible taux de la Banque mondiale. Mais la hausse des prix du pétrole engloutit leurs fonds. Leur processus d'industrialisation tomba au point mort et ils se retrouvèrent dans l'incapacité de rembourser les prêts de la Banque mondiale. Comment auraient-ils pu emprunter plus d'argent pour acheter du pétrole et verser des intérêts aussi énormes ? Les banquiers internationaux et le FMI lancèrent alors leur filet pour attraper de nouveaux poissons. Comme d'habitude, le FMI imposa des conditions drastiques en contrepartie de son aide, obligeant les pays en voie de développement à avaler les fameuses potions du FMI, à savoir la privatisation de leurs actifs nationaux essentiels, la libéralisation des marchés de capitaux, la marchandisation des éléments de base de la vie et des coupes sombres dans leurs budgets nationaux. Ces, entre guillemets, remèdes multiplièrent ou achevèrent la plupart des pays du tiers-monde qui suivirent la prescription. Ceux qui la refusèrent subirent alors des pertes encore plus importantes.
Paul Volcker, l'économie mondiale connaît un effondrement contrôlé. Extrait de Charles Guest, universitaire, essayiste et ancien banquier. Volcker a été choisi parce qu'il était le candidat de Wall Street. En effet, c'était le prix qu'il demandait. Que savait-on de lui? Qu'il était capable et brillant et qu'il était conservateur. Ce que l'on ne savait pas était qu'il allait imposer des changements spectaculaires. En 1973, David Rockefeller, le président de la Chase Manhattan Bank, lança un nouveau groupe de réflexion appelé, entre guillemets, la Commission trilatérale, dans l'objectif de renforcer les relations financières entre l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon. Son pilotage fut confié à Brzezinski. En toute logique, ses membres principaux étaient des banquiers, des entrepreneurs et des personnages politiques de premier plan d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon. La commission établit 3 sièges à New York, Tokyo et Paris. Le président du siège new-yorkais fut bien évidemment David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, son conseiller, était le directeur exécutif. Ce dernier avait un ami, professeur à l'université de Columbia, Dean Rusk, originaire de l'État de Géorgie. Il avait servi en tant que ministre des Affaires étrangères sous Kennedy et Johnson. Il proposa à Brzezinski d'inviter le gouverneur de la Géorgie, Jimmy Carter, à rejoindre la commission trilatérale après avoir fait l'éloge de son esprit d'entreprise et de ses visions politiques. Grâce à l'enthousiasme de Rusk, Brzezinski et Carter se rencontrèrent à 2 reprises. Brzezinski apprécia tout de suite Carter et fut persuadé qu'il accomplirait à l'avenir de grands exploits. Il voulut le parrainer, mais, pour devenir membre de la commission, il fallait passer par un vote, qui serait difficile à obtenir étant donné la fonction politique marginale de Carter. Brzezinski le recommanda à David Rockefeller, en louant grandement ses vertus. Le président exécutif de la commission trilatérale suivit ses conseils et le nomma personnellement. C'est ainsi que le discret gouverneur de la Géorgie devint membre de la commission trilatérale. Ce fut une étape cruciale dans la course de fond qui le mena à la présidentielle 5 ans plus tard. Après l'accession de Carter à la Maison-Blanche en 1977, Brzezinski fut naturellement nommé au poste de conseiller à la sécurité nationale. Il était en fait là pour représenter la régence des banquiers internationaux, comme Kissinger l'avait fait sous Nixon. En 1978, le siège de président de la Réserve fédérale se libéra et David Rockefeller, qui représentait les banquiers internationaux, recommanda vivement à Jimmy Carter le nom de Paul Volcker. Le New York Times notait « Le choix de Volcker a obtenu l'approbation des banquiers de Bonn, de Francfort et de Suisse. » La bourse de New York bondit de 9,73% et le dollar se renforça d'un coup sur les marchés internationaux. Depuis la démission d'Eugène Meyer de la Réserve fédérale, les membres des grandes familles de banquiers internationaux s'étaient retirés dans les coulisses des marchés financiers. Ils maintenaient leur contrôle sur la Fed par une sélection rigoureuse des candidats au poste de président. Paul Volcker correspondait parfaitement à leurs attentes. Il avait fait ses études à Princeton et Harvard, puis à la London School of Economics, avant de devenir économiste à la Banque de réserve fédérale de New York en 1952, puis à la Chase Manhattan Bank en 1957. En 1962, il avait rejoint le ministère des Finances où il participa à l'abolition de l'étalon or sous Nixon. En 1975, il est nommé président de la Banque de réserve fédérale de New York en ayant la responsabilité des opérations globales. Le 9 novembre 1978, dans un discours qu'il prononça à l'université de Warwick, Volcker dit « Une désintégration contrôlée de l'économie mondiale est un objectif légitime pour les années 80. » Mais quelle forme cette désintégration allait-elle prendre? En fait, ce sont les pays du tiers-monde, lourdement endettés, puis l'Union soviétique et l'Europe de l'Est qui allaient en faire les frais. En prenant ses fonctions, Volcker mit en avant la lutte contre l'inflation dans le monde, mais son alliance avec l'Angleterre allait rendre les prêts en dollars très chers. Les taux moyens d'intérêt allaient de 11,2% en 1979, puis ils montèrent d'un coup en 1981 à 20%. Les taux de base atteignirent même 21,5% et ceux de la dette de l'État grimpèrent à 17,3%. Margaret Thatcher fut élue en mai 1979 à la fonction de Premier ministre britannique en promettant de débarrasser l'économie de l'inflation.
Au bout d'un mois de mandat, elle prenait la décision de faire passer en 12 semaines les taux d'intérêt standard de 12 à 17%. Cela renchérit le coût des emprunts de 42%. Du jamais vu dans les pays industrialisés en temps de paix. Margaret Thatcher gagna au même moment le surnom de « Dame de fer ». Sous la bannière de la lutte contre l'inflation, l'économie entra dans une sévère récession. Les citoyens et les entreprises durent supporter cette politique dans la douleur, tandis que les banquiers anglais et américains bénéficièrent d'un accord d'accroissement de leur rentabilité. Tandis que les banquiers anglais et américains bénéficièrent d'un fort accroissement de leur rentabilité. À cette époque, des phrases et des slogans commencèrent à tourner en boucle dans les médias, appelant à des coupes sombres dans les dépenses publiques, à des réductions d'impôts, à la dérégulation des marchés et à la destruction des syndicats. Les pays en voie de développement croulaient sous le fardeau de la dette, les gens criaient famine et beaucoup moururent. La dette des pays en voie de développement s'élevait à 130 milliards en mai 1973. En 1982, elle avait quintuplé et atteignait 612 milliards. Lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne, sous couvert des slogans anti-inflationnistes, hissèrent soudainement leur taux d'intérêt à 20%, les pays en voie de développement, exploités par ces prêts usuraires, seraient réduits en charpie par les banquiers internationaux. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine n'avaient pas conscience de cette guerre financière qui se déroulait et ils en payèrent le prix fort. Lors de la réunion des Nations Unies du 30 septembre 1982, le ministre des Affaires étrangères américain, George Shultz, fit remarquer que le FMI devait procéder à une surveillance stricte du remboursement de la dette des pays en voie de développement. Il exhorta ces pays à faire en sorte que leurs produits à l'exportation, entre guillemets, attirent encore plus l'Occident. Par ailleurs, seul le libre-échange pourrait les sauver. En intensifiant la vente des matières premières, il pourrait accélérer le remboursement de leurs dettes. Le président mexicain, López Portillo, voulait utiliser les importantes ressources pétrolières de son pays pour moderniser son industrie et son économie. Mais les cercles politiques à Washington et à New York ne l'entendirent pas de cette oreille et ne pouvaient tolérer une nouvelle puissance industrielle et indépendante à leur porte. La décision fut prise de saboter les ambitions industrielles du Mexique en lui imposant des remboursements stricts de sa dette à des taux exorbitants. Puis ce fut au tour du peso d'être attaqué, et à partir de février 1982, le Mexique ne put échapper à un programme d'austérité draconien pour empêcher les capitaux de fuir le pays. La dévaluation de 30% du peso qui suivit en renchérissant le coût de la dette des entreprises conduisit l'industrie mexicaine à la faillite. Le Mexique, qui avait connu encore quelques mois auparavant le plus fort taux de croissance des pays en développement, avait été plongé dans le chaos et était désormais placé sur la liste des pays à haut risque par les institutions financières internationales. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le 1er octobre 1982, Portillo appela les nations du monde à agir de concert pour empêcher un retour au Moyen-Âge. Il dénonça la politique de taux d'intérêt insoutenable et de l'effondrement des prix des matières premières comme étant responsable de la crise du système financier, en déclarant que c'était comme un couteau à double tranchant qui menaçait de couper l'élan réalisé dans certains pays et d'interrompre les possibilités de progrès dans les autres. Ensuite, sans mâcher mot, il mit en garde contre la possibilité d'une suspension unilatérale des remboursements de la dette des pays du tiers-monde. Il s'en prit sans ménagement à l'imposition arbitraire de nouvelles conditions à la dette sous Volcker et Thatcher. Le Mexique et d'autres pays du tiers-monde sont incapables de se confronter à la période de remboursement convenue sous des conditions assez différentes de celles qui prévalent maintenant. Nous, les pays en voie de développement, ne voulons pas devenir des vassaux. Nous ne pouvons pas paralyser nos économies ou plonger nos peuples dans une plus grande misère afin de rembourser une dette dont le service a triplé, sans que nous y ayons participé ni porté de responsabilité, et selon des conditions qui nous ont été imposées. Nos efforts de croissance pour vaincre la faim, la maladie, l'ignorance et la dépendance n'ont pas provoqué la crise internationale. Malheureusement, Portillo ne fut pas entendu par les autres pays d'Amérique latine, et, seulement 2 mois après son discours à l'ONU, il fut remplacé par quelqu'un de plus apprécié par les banquiers internationaux. Le même processus qui avait plongé le Mexique dans le chaos se répéta en Argentine, au Brésil, au Pérou, au Venezuela, dans une grande partie de l'Afrique noire, dont la Zambie et le Zaïre, en Égypte et dans de vastes régions d'Asie. Grâce au contrôle absolu du vote au FMI par l'axe anglo-américain, cette institution devint le gendarme mondial pour faire exécuter le remboursement des dettes usuraires au moyen de l'austérité la plus draconienne de l'histoire.
Voici comment William Engdahl décrit cette vaste opération de pillage. Les puissants intérêts bancaires privés de New York et de Londres rejetèrent toutes les voies de la raison. Ils s'arrangèrent pour amener la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et, ce qui est le plus important, le pouvoir du Fonds monétaire international à agir comme le gendarme international dans ce qui devait devenir l'opération organisée de pillage la plus concertée de l'histoire moderne, dépassant de loin tout ce qui avait été fait dans les années 1920. Contrairement à l'impression soigneusement cultivée dans les médias en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, les pays débiteurs ont remboursé plusieurs fois les usuriers new-yorkais et londoniens. C'est Shylock des temps modernes avec le sang et la livre de chair proverbiale. Il est faux de dire que de grands pays du tiers-monde, après août 1982, ont refusé de payer. Sous la pression du FMI, ils avaient le couteau sous la gorge et durent signer avec les principales banques privées, souvent conduites par la Citicorp ou la Chase Manhattan Bank de New York, ce que les banques appelaient, par euphémisme, solution à l'endettement. Ce n'est qu'en signant avec le FMI une série de conditions particulières, comme couper dans les dépenses du gouvernement, augmenter les impôts et dévaluer la monnaie, que les pays débiteurs pouvaient obtenir des prêts. Puis la dette fut reconduite et les pays concernés durent payer également aux banquiers internationaux des frais de service comptabilisés dans le capital des dettes. Le Mexique fut contraint de réduire les subventions gouvernementales pour les médicaments, la nourriture, les carburants et autres produits de grande nécessité. Et le peso connut au même moment une forte dévaluation. Au début de l'année 1982, sous les mesures des réformes économiques initiées par Portillo, un dollar américain s'échangeait contre 12 pesos. En 1989, ce même dollar s'échangeait contre 2300 pesos. Les banquiers appliquaient à l'économie mexicaine leur méthode de destruction contrôlée. D'après les statistiques de la Banque mondiale, entre 1980 et 1986, les intérêts versés par plus de 100 pays endettés auprès des banquiers internationaux atteignirent 326 milliards de dollars. Chiffre qu'il faut comparer au remboursement des 332 milliards au titre du principal. Au total, pour une dette de 430 milliards en 1980, ils ont payé 658 milliards de services de la dette, c'est-à-dire d'intérêts. Malgré tout, en 1987, 109 pays étaient parvenus à rembourser 1300 milliards de dollars aux banquiers internationaux. Mais avec de tels intérêts, il n'était à craindre que les pays en voie de développement ne puissent jamais tout rembourser. En représailles, les banquiers internationaux et le FMI mirent en œuvre des procédures de règlement de faillite. Les pays qui avaient accepté les conditions particulières furent contraints de vendre un grand nombre d'actifs essentiels tels que la compagnie des eaux, d'électricité, de gaz, de télécommunications, ainsi que les chemins de fer, le pétrole et les banques. La létalité de la démolition contrôlée des économies par les banquiers internationaux apparaissait aux yeux du monde.